RCN. Le son de la différence. Le son des bulles sur RCN. Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et auditeurs de l'émission Le son des bulles, l'émission entièrement dédiée à la bande dessinée sur RCN 90.7. Aujourd'hui, nous retrouvons Olivier, notre célèbre Facebooker. Facebooker, F-A-C-E. Oui. Francine, qui a trouvé le chemin du retour après ses périples de festival en exposition. Bonjour Francine. Bonjour à tous. Alors, le technicien du jour qui nous facilite grandement la tâche. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Et l'homme qui nous a poussés dans nos retranchements pour produire ce qui va suivre, le célèbre Jean-Jacques. Bonjour à tous. Alias Gigi Day. Gigi D. Et on n'oublie pas non plus. Non, on n'oublie pas nos amis qui ont été retenus, David, dans d'autres contrées, et Françoise. Peut-être sous sa couette, je ne sais pas trop. Pour quelques contraintes que ce soit. On ne sait pas. Mon contrainte est important aujourd'hui. On ne dira rien. Et il y a aussi toi, Anne-Marie, et tes coups de boost à base de bonne humeur, de sourire et de rigolade. Voilà. Et alors, on va commencer l'émission par une petite anecdote. Alors, rappelez-vous, Anne-Marie, Francine, c'était il y a quelques temps, on était tranquille, on était peinards, à préparer une émission avec les collègues, Françoise, David, etc. Quand Jean-Jacques, se réveillant en sursaut, déclara « Il faut qu'on fasse une émission sur Loubapo ». Non, je ne dormais pas. Cela s'appelle de l'attention flottante, ce qui permet de capter l'essentiel et de laisser les détails de côté. Alors ça, c'est la première fois que j'entends ça. Mais bon, passé la frayeur de ce brusque intérêt pour notre réunion de travail, on s'est quand même interrogé sur ce fameux Loubapo, semblant sortir d'une partie reculée du cerveau de Jean-Jacques. Était-ce un oiseau vivant dans la forêt palombienne, à côté du marsupilami, ou l'imitant en poussant des Loubapo, Loubapo, Loubapo. Mais connaissant Jean-Jacques, cela pourrait être aussi un héros de ses lectures de jeunesse, de Spirou, Pilote ou Pif Gadget, à l'instar de Chaminou, de Grabadu ou de Goutatou. Mais non, Loubapo est en fait l'acronyme pour ouvroir de la bande dessinée potentielle. Aïe, et puis là, on s'est dit, pourquoi il s'est réveillé, Jean-Jacques? Pourquoi il n'a pas continué sa sieste? Pour faire court, Loubapo est une façon d'écrire une bande dessinée en s'imposant des contraintes narratives, qu'elles soient textuelles ou visuelles. Répétition de cases avec des textes différents, lecture dans plusieurs sens, etc. Alors voilà, au final, et avec le sérieux qui nous caractérise et les recherches approfondies que nous avons réalisées sur le sujet, notre intérêt pour ce mouvement particulier de la bande dessinée n'a fait que grandir. Alors effectivement, Jean-Jacques, tu as eu raison. Loubapo mérite bien qu'on lui consacre une émission pour que vous aussi, qui êtes derrière votre poste de radio, ayez le plaisir de découvrir cette face cachée de la bande dessinée. Mais alors, d'où vient Loubapo ? Alors, pour y répondre, nous avons invité 3 membres de ce courant de la BD. Nous aurons au téléphone François Hérol et Étienne Lécroix. Et nous avons rencontré, alors je vais essayer de ne pas faire d'impair, Jochen Gerner. Jochen, voilà, j'en ai fait un. Jochen. Alors, on va commencer, Jean-Jacques, par qui ? Eh bien, on va commencer par François Hérol. François, bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Ce matin, j'ai rencontré Jochen Gerner et il m'a transmis un message pour toi. C'est très gentil. Je t'embrasse et je te souhaite un bon après-midi de contrainte. Voilà. Bien lui. C'est bien dit. Hein. La contrainte, je ne sais pas encore laquelle elle est pour cet après-midi, on verra. Oh, ça va pas être trop difficile, je crois. Ouais. Alors, en règle générale, on présente nos auteurs. Et là, j'ai demandé à Anne-Marie de préparer les moments clés de François Hérol. Oui. Alors, pourquoi les moments clés ? Parce que pour toi, François, c'est une source d'inspiration. Car c'est sous ce thème que tu as publié plusieurs ouvrages ou articles, principalement en rapport avec l'histoire de la BD ou de certaines BD. Alors, on peut dire qu'en 2004, tu as publié les 28 moments clés de l'histoire de la BD. En 2008, ce sont les nouveaux moments clés de l'histoire de la BD. En 2013, les moments clés de l'association Maison d'édition indépendante. Et en 2018, les moments clés du journal de Spirou. C'est pas rien. Et actuellement, on retrouve tous les mois dans la revue Les Cahiers de la BD une page pour les moments clés de François Hérol. Alors, c'est pas
tous les mois, ça doit être tous les 3 ou 2 mois, je sais même plus. Ah, voilà. C'est moi qui ai fait l'erreur, pardon. Voilà, c'est mon informateur qui est pas très bon. 2 mois, je crois. Alors, on a essayé de regarder un peu tes moments clés à toi. Oui. Alors, il semblerait que tu aies perturbé le réveillon de tes parents le 1er janvier 69. Oui, pareil, j'ai pas trop de souvenirs, mais Chronique me le rappelle. Régulièrement, j'imagine, ouais. Voilà, oui. Un peu plus tard, tu intègres l'atelier de la BD de l'École des Beaux-Arts d'Angoulême en 89 à 92. C'est ça, oui. Ouais. Ensuite, Voilà. tu commences à publier en 94, principalement à l'association qu'on a citée tout à l'heure. Oui. Et c'est la date aussi où tu as intégré l'Oubapo. C'est ça, oui. Ouais. Oui, oui. Alors nous, on a relevé 2 moments qu'on a beaucoup appréciés avec Jean-Jacques. C'est 2014 avec la publication d'une affaire de caractère. C'est vrai qu'on a un petit faible pour cet album. Un gros faible. Un gros faible. Et puis le dernier en 2023, Océan Express, qu'on a déjà présenté sur notre page Facebook. Voilà. Alors je crois que Jean-Jacques, tu as quelques questions. Ah ben, très simple, très simplement. Explique-nous comment tu es devenu, allez, entre guillemets, le spécialiste des moments clés et ce que ça représente pour toi. Pour toi, Alors c'est venu de circonstances un peu impromptues. On exposait à l'époque les pages de Playback, qui est une adaptation que j'avais faite avec Ted Benoît. avec Tête de Benoît, c'est ça, oui. Voilà. Et le libraire qui recevait l'exposition m'a demandé de faire un petit livre parce que je vendais pas mes pages. Alors, tout simplement, voilà, c'était histoire de vendre quelque chose. Oui. Donc j'ai eu cette idée, peut-être qu'elle trottait déjà dans ma tête. Donc l'idée qui consiste à trouver des moments de l'histoire de la bande dessinée et donc qui tournent autour d'auteurs essentiellement, que j'aime évidemment, et à les mettre, à les traiter d'une façon un peu décalée, humoristique. Voilà. Donc j'ai fait ça assez rapidement autour d'auteurs comme Hergé, Topfer, Franquin, Gottlieb, Mébius, tout ça. Voilà. Donc c'est parti comme ça, et après je me suis rappelé que j'avais un livre qu'on avait sur l'histoire de France, qui était les moments clés de l'histoire de France. Alors voilà, le titre vient de ce livre en tout cas. D'accord. Et dans les 5 moments clés qu'a cité Anne-Marie, oui. Est-ce que tu peux en reprendre un et le développer un petit peu? Oui, peut-être avec l'association, quand j'ai commencé à publier. Eh bien, allez. Je sortais de l'école d'Angoulême, qui est un atelier où j'ai fait plein de rencontres, à la fois de jeunes comme moi qui étaient étudiants et qui sont toujours mes amis. Oui. Et on nous avait déjà mis un pied dans le métier, si on peut dire, parce qu'on avait des intervenants extérieurs qui venaient voir nos travaux et qui venaient parler du leur. Oui. On a eu Mébius, par exemple, ou Alberto Breccia, Daniel Gossens, quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, c'était très important. Et en même temps, il y a l'association, la maison d'édition, l'association qui s'est créée quand j'étais à l'école, et il se trouve qu'un de mes professeurs, qui s'appelle Dominique Hérodi, travaillait en atelier à Paris, à mi-temps, donc, avec des gens comme Lewis Trondheim, David B, qui était en train de fonder l'association. Donc moi, comme je faisais des trucs un peu particuliers, déjà, j'ai pu les rencontrer au salon d'Angoulême, comme on était sur place. Voilà, donc le contact s'est fait comme ça, et puis depuis, ça a continué. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à publier. En tout cas, j'ai trouvé là un terrain de jeu en fait qui continuait un peu ce que je faisais à l'atelier BD d'Angoulême. Très bien. Et comment es-tu rentré dans l'Oubapo? Comment on y rentre? Eh bien, alors l'Oubapo, on n'y rentre pas de force. On est comme bien. pour l'Oulipo, parce qu'on a parlé de l'Oubapo, mais on n'a pas parlé de l'Oulipo qu'il faudrait mentionner. C'est Oui, une tout à voie fait. de littérature potentielle. Oui. Voilà, de Raymond Queneau et François Le Lyonnais, donc Oui. il s'agit là de littérature. On peut citer Georges Perret qui en a fait partie, et le principe donc c'était de créer des textes de la littérature à partir de contraintes formelles. Oui. Et à la suite de l'Oulipo, se sont créés d'autres ouvrages dans d'autres domaines, la peinture, la photo, le théâtre, etc. Et en bande dessinée, il y a quelques auteurs, quelques personnes en tout cas, qui appelaient de leur vœu la création d'un ouvroir de bande dessinée, dont des gens de l'association comme Jean-Christophe Menu, et par ailleurs, quelqu'un qui s'appelle Thierry Gronstein, qui est un théoricien de la BD, et qui était mon professeur à l'atelier bande dessinée d'Angoulême. Donc, il avait fait des... Alors moi, il se trouve que je connaissais l'Oulipo avant l'école, et j'avais tendance à faire déjà des bandes dessinées un peu particulières, sous l'influence de Gottlieb, par exemple, voilà, qui lui-même était assez influencé par l'Oulipo.
Et donc Thierry, lorsqu'il a lui-même fondé la Loubapo, donc ça devait être en 80, je sais plus, 12, oui, j'ai en tête fin novembre de 92 et la première réunion février 93. Voilà, c'est ça. Et oui. donc, en fait, il m'a appelé pour participer à une réunion en 94. Oui. Voilà, où j'ai pu présenter mes travaux aux membres qui étaient déjà là. Et c'est comme ça, en fait, j'ai été coopté. À l'époque, c'était plus fluctuant. Les membres, il y en a qui n'ont fait qu'un passage express et puis d'autres qui sont restés, voilà. Apparemment, tu as été très bien vu par Thierry Goldstein. Écoute, moi, c'est quelqu'un que je lisais avant d'aller à l'école, donc j'étais assez en phase avec les questions. Alors, je dis ça parce que j'ai trouvé dans son livre Une vie dans les cases, tu connais le livre, parce que c'est toi qui as fait les dessins. Oui. Alors, une phrase où il dit « Et parmi mes premiers étudiants figurait François Hirol, qui s'était rapidement montré le plus doué et le plus intéressé par cette voie de recherche. » Oui, en ce qui concerne Loubapo, effectivement, comme je connaissais déjà Loulipo, je l'ai dit tout à l'heure, je pratiquais un peu ce genre de choses, et puis c'était dans mon tempérament, je dirais, voilà, tout simplement. Voilà, c'est très, très élogieux, ça. Oui, mais oui, moi, quand j'allais à l'école de Carénac, j'avais pas des éloges comme ça. Hein. Ah bon? Non, non. C'était les seuls, hein. C'était les seuls. Il n'y avait pas eu d'autres. Et alors, quel intérêt tu vois à la contrainte? La contrainte, en fait, on est entouré de contraintes dès qu'on crée. Oui. On peut se demander, ne serait-ce que, par exemple, des contraintes de délai, des contraintes de format, etc. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi en rajouter à ces contraintes, déjà. Oui. En fait, le parti de Loulipo, à la base, c'est de voir non pas la contrainte comme une chose qui réduit, mais au contraire qui stimule. Et effectivement, pour peu qu'on ait le tempérament un peu particulier, dans la contrainte, on peut trouver quelque chose qui fait apparaître des choses qu'on n'aurait pas créées autrement. Avec la réduction du champ des possibles, en fait, on peut se concentrer plus facilement peut-être. Après, il y a des gens qui, au contraire, que ça bride. Et non seulement on se concentre peut-être sur des choses de manière plus pointue, mais d'autre part, on va faire des choses, trouver des solutions qu'on n'aurait pas imaginées autrement que s'il n'y avait pas eu cette contrainte. Voilà. Donc ça permet aussi de sortir un peu de ces habitudes D'accord, des ornières dans lesquelles on pourrait stagner. J'interrogerai Étienne un peu plus longuement sur la question-là tout à l'heure. Oui. Mais toi, est-ce que tu as une ou des contraintes que tu préfères, que tu aimes bien utiliser? Plusieurs choses, ouais. Par exemple, j'aime bien transformer des BD existantes. Oui. Parce qu'en gros, à Loubapo, on dirait qu'il y a deux grandes tendances. Il y a les contraintes transformatrices, donc on part d'une BD existante, n'importe quoi, Tintin, etc. Et d'autre part, les contraintes génératrices, qui partent là de ex nihilo. Et dans les contraintes transformatrices, moi, donc, j'aime bien faire des manipulations. Ça peut être, comme tu as cité tout à l'heure, changer le texte d'une BD. Par exemple, on garde les pages telles qu'elles sont et on va changer le contenu des bulles. Ou bien faire des réductions, c'est-à-dire, je me suis amusé à prendre tous les albums de Tintin et à les résumer en 2 cases. C'est-à-dire que je choisis 2 cases dans l'album sans les retoucher, ni dessin, ni texte. Ça fait gagner de les rapprocher va en fait constituer un résumé de l'album. Voilà, donc j'ai traité tous les albums. Ça fait gagner de la place, ça fait gagner du temps, et puis c'est moins cher à l'achat, c'est ça? Absolument, oui. Et puis d'autre part, j'aime dans les contraintes dites génératrices, j'aime bien moi tout ce qui, faire partir de répétitions d'images qu'on appelle l'itération iconique. Donc soit quand une image se répète dans plusieurs cases, c'est plusieurs fois la même case avec des textes qui ont changé par exemple, ou bien juste un élément dans la case, dans le dessin qui va se répéter. Voilà, donc j'aime bien jouer sur ces aspects-là aussi. J'ai remarqué à Loubapo, on a tendance à avoir des contraintes de préférence. Par exemple, Étienne, lui, il est plus dans la plurilecturabilité. Il va sûrement en parler, je pense. Ou des strips qui se lisent dans plusieurs sens, voilà. Oui, d'ailleurs, j'ai remarqué que dans son livre d'Étienne Lécroate, Loulipo par la bande, il a repris une planche dans laquelle tu incorpores un texte c'est de Platon, c'est ça? Non, c'est pas... alors ça, c'est Placide et Museau, oui. Voilà. J'avais changé,
j'avais fait un croisement entre Placide et Museau Oui. et un texte de Platon, j'oublie l'origine, j'ai fait ça il y a pas loin de 30 ans déjà. Oh là là. Là, ça jouait sur l'humour, le décalage entre le côté un peu très basique, on va dire, de Placide et Museau, et un texte qui est censé être de haute volée. Voilà. Donc, Très bien. à des confrontations comme ça de temps en temps. Bon. J'ai cru comprendre que le Loubapo, en ce moment, c'était un peu un sommeil. Oui, ça dépend des périodes. On est tous bien occupés de notre côté. Oui. On continue. Enfin, Étienne, avec les croire, lui, c'est le plus droit, le plus radical, je dirais, parce qu'il, en plus, il fait partie de l'Oulipo. Donc, Oui, oui. Ça relève de ça. Oui. Et après, ça infuse, je pense, nos créations. Par exemple, dans le livre, je ne sais pas si on va en parler, Océan Express, là, que j'ai sorti au mois de mars, il y a un principe oubapien à la base, même si, c'est pas, moi je vois pas ça comme un exercice. C'est quelque chose qui infuse notre création. Oui. Même si il n'y a pas l'estampille Oubapo dessus. Quoi. La fille sur la page de gauche, le garçon sur la page de droite, ou l'inverse, je ne sais plus. Et puis on s'aperçoit qu'à la fin, ils sont toujours au même endroit, mais ils se croisent pas. Et on s'aperçoit à la fin qu'en définitive, ils habitent à quelques mètres l'un de l'autre. Voilà. On a toujours l'impression qu'ils vont se croiser. Quand est-ce qu'ils se vont... Au fur et à mesure qu'on découvre l'album, on se dit ils vont se croiser, mais non. Oui. Ben voilà. Et est-ce que le Loubapo a un avenir? Oui. Si elle a un avenir? Oui. S'il a un avenir? Oui. Y a-t-il un avenir pour tout le monde? Après, on constate que il y a des gens qui sont un peu emparés du truc, sans que ça soit au sein de Loubapo, et qui font leur propre démarche personnelle avec des moyens qui sont un peu différents, d'ailleurs, qui prolongent ça avec des choses numériques, des choses qu'on n'aurait pas pu faire, qui intègrent par exemple de l'animation. Alors c'est intéressant parce que justement ça repousse un peu les frontières. Et justement, quels sont les artistes oubapiens sans faire partie de l'association qui serait dans une tendance oubapienne, selon vous? Il y en a un grand, contemporain de nous, qui est Marc-Antoine Mathieu. Oui, bien sûr, c'est ce que... Voilà, vous attendiez ce nom-là. Oui. Voilà, entre autres. Donc évidemment, Marc-Antoine, c'est une évidence. Tous ces livres, en fait, sont le fruit d'une réflexion sur le support. En fait, c'est un peu ce qui nous anime aussi. C'est comment raconter quelque chose d'une manière particulière. Voilà, et puis il y a les plus jeunes, il y en a pas mal. Il y a des étudiants souvent qui sont... Et par rapport à l'étranger, est-ce que Loubapo est resté bien français ou alors est-ce qu'il a traversé nos frontières? Non, on a un correspondant américain qui est Matt Madden, qui fait aussi Loubapo, lui, avant même d'en faire partie, qui a fait un livre qui s'appelle Exercice de style, qui reprend donc le principe de Raymond Queneau, qui consiste donc à raconter une histoire. Alors, dans le cas de Matt Madden, sous forme de bande dessinée, une planche de bande dessinée, donc de 99 manières différentes, voilà, en variant les styles et les approches. Il y a des Suisses aussi, non? Sergio Garcia aussi, un espagnol. Il y a 3 Suisses, je crois, non? C'est pas ça? Oui, voilà, alors les Suisses, effectivement, là on est dans le domaine francophone encore, qui sont assez actifs aussi, voilà, qui sont intéressés un peu. Et Sergio Garcia Sanchez disait justement que lui travaillait surtout aussi sur le principe des conteneurs au niveau des contraintes. Oui, des conteneurs. Oui. Oui, je ne sais pas ce que ça s'agit. Mais c'est-à-dire que dans une image, il va prendre une image. Je prends par exemple la couverture de Time où il y avait Poutine, donc le dessin de Poutine, la silhouette de Poutine, et à l'intérieur, évidemment, ça racontait tout ce qu'il avait à dire sur Poutine. C'est le principe des conteneurs, justement. Voilà. Je ne connaissais pas l'expression. Oui. Oui, là, en plus, il y avait une grande activité de dessinateur, de tout à fait. Presse, comme on dit. Enfin, je dis pas illustration, c'est pas de vraie illustration. François, oui. Hier, j'ai relu une affaire de caractère. Oui. J'ai bien fait. Je sais pas, il y avait rien d'autre à la télé? Non, il n'y avait pas de série, il n'y avait rien. Ah merde, il y a des jours comme ça, oui, on prend ça. Et je dois dire que ça faisait un moment que je l'avais pas relu. Mais c'est vraiment une merveille, ce livre. Ah, merci.
Non, mais il y a beaucoup de choses. Voilà, il y a les 3 personnages qui sont que tu as fait rentrer dans la bande dessinée. Bon, il y a d'auteurs, le romancier que je connaissais pas, mais bon, ça fait rien. Oui. C'est qui exactement? Rappelle-nous son nom. Raymond Roussel, peut-être. C'est ça Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment. Donc, je recommande à tous nos éditeurs d'acheter Océan Express et d'acheter Une affaire de caractère. Voilà. C'est juste. On a du mal à trouver Une affaire de caractère parce qu'il est plus trop disponible. Ah bon? Oui. Bon. Voilà, donc, Océan Express, ça va, il y a encore. Oui. Et je me suis aperçu qu'Une affaire de caractère, je te l'avais pas fait encore dédicacé. Donc, il faudra qu'on se voit, il faudra qu'on se voit un de ces jours. Il va falloir pallier ce manque. Il faudra pallier ce manque. François, une dernière petite question. Si tu peux nous dire, tu travailles sur quoi en ce moment? Ben là, je viens de finir un petit livre pour l'association. Oui. Dans la lignée d'autres livres que j'ai faits qui s'appellent Les parleurs, les penseurs, les lecteurs. Oui. Et voilà, donc là, ça s'appellerait Le Souffleur. C'est sur des gags en moins d'une page ou moins d'une page. Oui. Sur un musicien de rue, voilà, sans texte. Oui. Et ça va sortir? Oh bah l'année prochaine, je pense. Ouais, moi, c'est bientôt l'année prochaine. Oui. Ah bah oui, après il faut que ça soit programmé parce qu'il est tout chaud là, je l'ai fini la semaine dernière. D'accord. C'est encore le croissant. Voilà, on va te remercier. Merci à vous tous. Et tu feras une bise à ta compagne. Oui. Et on va écouter une chanson, je ne sais pas si tu la connais, elle s'appelle Tes fesses. Ah bah non, mais je m'excuse, mais c'est le titre de la chanson. C'est les frères Jacques peut-être? Non, presque. c'est les Jacqueline. Ah. Et les Jacqueline. Oui, ah bah oui, c'est les croire. Et voilà. Ah bah bravo. Non, bravo, c'est lui qui l'a choisi la chanson. Donc, Oui, voilà, j'y suis vraiment pour rien. Merci François, Merci. et à très bientôt. Merci. Merci. Le son des bulles sur RCN. Eh bien, c'était Tes fesses du groupe Les Jacqueline. Eh bien, maintenant, on va Il ne faut passer... pas regarder Jean-Jacques quand tu dis tes fesses. Non, d'accord, ok. On va passer à notre deuxième invité, Jean-Jacques. Qui c'est? Alors, c'est Étienne Le Cohart. Est-ce que je l'ai bien dit? Est-ce qu'on prononce le T à la fête? Non, on prononce pas le T, mais on prononce le E accent aigu. Alors, les Cohart. On va y arriver. Allez, je vais dire Étienne, ce sera plus facile pour moi. Ça sera plus simple. Voilà. Donc, on vient d'écouter une chanson, Tes fesses, chantée par les Jacqueline. Donc, j'ai cru comprendre que vous étiez passionné de musique. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu tout ça? C'est un peu mon violon d'ingre, on va dire, la musique. J'en fais, mais j'en fais vraiment de façon amateur, quoi. Oui. Mais j'ai toujours joué de la guitare, maintenant de l'accordéon. Un peu de sous-bassophone à une époque, c'est un gros cuivre des fanfares, et voilà, et j'ai joué avec plusieurs groupes, mais les 2 derniers, c'était avec des dessinateurs aussi, et donc là, les Jacqueline, c'est avec Jeff Pourquier, qui est aussi dessinateur, et avec Jean-Yves Duhaut, qui est dessinateur aussi, puis d'autres qui sont Gilles Quétin et Marianne Lampel, mais qui ne sont pas dessinateurs. Puis sinon, j'ai joué avant dans un groupe... avec d'autres dessinateurs, il y avait, je vais plus retrouver comme ça, Jacques Lerouge, enfin voilà, Paul Carali. Ah oui, oui. Enfin voilà, différentes personnes. Moi, je vous connaissais pas ce talent-là. J'ai découvert ça sur votre site internet, qui par ailleurs est très bien fait et qui est apprécié par tous les gens qui ont travaillé avec moi sur cette émission. Et je dois avouer que j'ai bien aimé. Bon, merci. C'est moi qui l'ai fait, alors Jean, je le prends pour moi. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de souci. Magnifique, super. Olivier me dit. Je passe des heures. J'ai eu le bonheur de rencontrer Johan Garner ce matin. Oui. Donc, il m'a demandé de vous transmettre un message. C'est très simple. Je t'embrasse. Je te souhaite un bon après-midi de retraite. Eh ben, merci. Voilà. Eh bien, je lui souhaite la même chose. Eh ben, je lui transmettrai le message. Étienne, donc, il y a Francine qui est à côté de moi, qui a préparé un petit portrait de vous. D'accord.
Eh oui, pas facile, parce que beaucoup de choses. Alors, le 2 novembre 1960, en région parisienne, naissait un beau bébé. Eh oui, c'était vous, Étienne le Croate. Alors, la légende veut que le premier mot que vous avez prononcé ne fut ni papa ni maman, mais Ouba. Depuis, petit Étienne est devenu grand. Si j'en crois votre propre bio, trouvé justement sur votre site, la combinaison unique de vos gènes, votre éducation, les hasards, le hasard déjà de la vie, vous ont donné un goût pour le dessin et un penchant pour les mathématiques, mais pas que. Sur votre site, donc e.lecroate.free.fr, on mettra le lien sur notre page Facebook, site que j'invite fortement les auditeurs à découvrir. C'est une véritable mime oubapienne. Vous vous définissez comme un dessinateur d'humour pour la presse et auteur de bande dessinée. Alors déjà, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur la presse, dessinateur de presse? Oui, en fait, au départ, je voulais faire du dessin d'humour, vraiment. Mes références, c'était Bosc, Chaval, et des gens comme ça, André François. Et donc, j'ai commencé par faire ça. Je me suis assez vite rendu compte que j'aurais beaucoup de mal à en vivre. Donc, j'ai pris une deuxième casquette, celle de dessinateur de presse, parce qu'il se trouve que l'actualité me passionne depuis toujours. Je pense que j'aurais pu être journaliste. Et donc, je me suis mis à faire des dessins de presse. Ça a été essentiellement pour le journal Politis. Et puis ça devenait un peu routinier pour moi. Et Politis, ayant des problèmes d'argent, m'a licencié à un moment. Et je me suis dit, bon, tiens, c'est le moment de faire vraiment que du dessin d'humour et de la bande dessinée. La bande dessinée, j'avais commencé un peu. Et puis là, je m'y suis mis plus à fond à ce moment-là. Mais j'avais commencé quand même à faire des bandes dessinées. J'ai commencé à faire des bandes dessinées, mais j'avais déjà plus de 30 ans. J'avais déjà 32 ans, oui. Et voilà, j'ai commencé à faire de la bande dessinée en même temps que naissait cette maison d'édition qui s'appelle l'Association, qui m'a proposé de faire une bande dessinée. Et puis je me suis dit, tiens, oui, faisons ça. Et voilà. Alors justement, vous avez abordé les rivages de la bande dessinée donc à partir de 94, mais vous avez aussi donc Loubapo, on va en parler tout à l'heure, et de Loulipo également, mais vous avez aussi d'autres casquettes, outre vos participations à divers colloques ou tables rondes, vos lectures au mardi de Loulipo à la BNF, vous êtes, on vient de l'entendre, accordéoniste et chanteur, Vous avez également conçu et réalisé une expo itinérante intitulée Planche en vrac ou à la découpe, constituée de 14 planches de bande dessinée en bois modulable de diverses façons. Alors justement, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre expo itinérante? Oui, c'est une expo que je loue, qui tourne un peu, et ce sont des planches en bois. Alors voilà, ça fait un jeu de mots, c'était pas prévu comme ça, mais ce sont des planches de bande dessinée en bois. Et l'idée, c'était que on m'a proposé à un moment de faire une expo dans un centre culturel à Oyonnax. Et je me suis dit, tiens, j'ai pas envie de faire une expo de planches de bande dessinée classique. Je trouve que les bandes dessinées, c'est fait pour être lu dans des livres. C'est pas fait pour être exposé. À chaque fois, ça m'ennuie un peu, les expos de bande dessinée, même si j'aime bien voir le travail de mes confrères et consoeurs, mais je me disais, je peux peut-être essayer de trouver un plus, et donc je me suis mis en tête de faire des bandes dessinées qui ne puissent exister que en 3 dimensions, donc sous la forme de planches qu'on peut... Il y a des planches qui sont des puzzles, donc des bandes dessinées qui se démontent et se remontent d'une seule autre façon. Des bandes dessinées avec des cases qui pivotent sur des axes, des bandes dessinées sous la forme de taquins qui peuvent se déplacer. Voilà. Alors justement, la bande dessinée sous la forme de taquin, moi ça m'a vraiment interpellée parce que j'ai vu que donc ce principe a été appliqué à des cases de bande dessinée et ça forme ainsi, alors que je ne me trompe pas dans les nombres, 10 billions 461 milliards 394 millions 944 000 versions possibles pour chaque histoire. Oui. J'ai pas vérifié, mais c'est les chiffres qu'on trouve sur Internet. Ouais. Exactement. Le taquin, les gens ne savent pas forcément ce que c'est, mais c'est le petit jeu, on peut l'appeler pouce-pouce, c'est le petit jeu de petites cases, souvent en plastique, qu'on déplace. Il y a une case qui manque et on déplace les autres. Voilà, pour reconstituer un dessin. Moi, j'en ai fait une bande dessinée avec donc plein de versions, des milliards de versions possibles, a priori.
D'accord. Alors, moi, je vais peut-être arrêter là pour passer la parole à mes petits camarades. Alors, je vais m'arrêter là. Je vais laisser au commandeur exquis de l'or de la grande gidouille que vous êtes, le soin de corriger et de compléter aussi un peu ce portrait en creux. Et puis, je repasse la parole à Jean-Jacques. Oui, là, il faut répondre tout de suite à la réponse. C'est quoi ce titre-là? Le titre de commandeur Esquis? Oui. Oui, c'est... je fais partie, enfin j'ai eu ce titre décerné par le collège de pataphysique. Le collège de pataphysique, c'est un groupe de personnes d'origine et de milieux très différents, mais qui sont créés à la suite du père Ubu, voilà, qui font des... Ils se réunissent toujours, ils ont été créés, je sais plus, au début du 20e, quelque chose comme ça, à la suite donc de Alfred Jarry. Oui. Et ils m'ont à un moment décerné ce titre. Moi, honnêtement, j'ai pas fait grand-chose avec le collège de pataphysique, mais j'ai ce titre qui m'a été donné de commandeur Esquis. Voilà. Eh bien, bravo, toutes nos félicitations. Ah oui, mais il y a de quoi. Et comment êtes-vous arrivé donc à Loubapo? François tout à l'heure nous a expliqué ce qu'était Loubapo. Donc expliquez-nous comment vous êtes arrivé. Eh bien, alors j'y suis arrivé un peu par hasard. Enfin, je faisais des choses. Je faisais des petits livres pour moi, des petites bandes dessinées avec des trucs, des petits dessins aussi avec des trucs. Et plusieurs fois, les gens m'ont dit, mais tu devrais aller voir les gens de Loulipo, quand même, c'est proche de ce que tu fais. Alors je me suis dit, je les ai contactés par le biais d'une émission qui n'existe plus, qui s'appelait Les Décraqués sur France Culture. Oui. Et j'avais une réponse de Marcel Benapou, qui est très gentille, très encourageante. Et puis, voilà, j'avais gardé ça en tête en me disant, c'est intéressant, c'est vrai que c'est proche de ce qui m'intéresse. Et à un moment, j'ai appris, côtoyant différents dessinateurs, dont Jean-Christophe Menu, qu'ils étaient en train de créer, un petit groupe était en train de créer Loubapo. Et moi, je réfléchissais d'ailleurs au même moment à un livre pour l'association, cette maison d'édition, qui était à contrainte. Et donc, voilà, ça s'est fait un peu naturellement. Ils m'ont dit, nous, on fait une réunion, là, si tu veux, tu viendras à la prochaine. Alors, je suis venu avec ce projet de livre qui était en cours dans cette maison d'édition de l'association, qui est devenu mon premier livre de bande dessinée, qui est une bande dessinée pliable. Oui. Ça s'appelle Perdance et Victor. Et on la présentera sur notre page Facebook. Voilà. C'est ma première bande dessinée, et donc elle est oubapienne. Et puis à la suite de ça, donc j'ai participé à toutes les réunions de Loubapo et à peu près toutes les activités de Loubapo. Oui. Donc vous n'étiez pas au tout début, quoi. Vous ne faites pas partie des fondateurs. Non. Et voilà, c'est ça, on dit toujours que je suis fondateur. Oui. Honnêtement, oui, j'étais pas à la première réunion, donc voilà. On peut pas dire que je sois fondateur. Je suis un des piliers de Loubapo, je peux le revendiquer, mais pas fondateur, c'est vrai. J'ai sous les yeux le livre que vous devez connaître, Une vie dans les cases de Thierry Grunstein. Et lui, il vous cite comme fondateur de Loubapo, ainsi que François Hirol. Et François Hirol dit également qu'il est arrivé qu'en 94. Oui, c'est ça. Alors François est arrivé un peu après moi. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais pas à la première réunion. Mais c'est vrai qu'il y en a qui étaient... Alors, on peut dire qu'ils sont les fondateurs, mais qui sont pas du tout restés. Quelqu'un comme Stanislas, je crois, était à la première réunion de Loubapo et pas resté. Donc, je suis un peu un des membres fondateurs dans le sens où, voilà, je fais partie de ceux qui ont établi ce qu'est Loubapo. Mais voilà. Mais j'étais pas à la première réunion. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des contraintes? Parce qu'apparemment, vous excellez dans ce domaine-là. Et j'ai sous les yeux un Spirou, spécial Loubapo, et où vous avez imposé, si j'ai bien compris, des contraintes à certains auteurs. Oui, c'est ça. À un moment... Alors on voulait en faire au départ une rubrique régulière dans Spirou où il y a tout le temps un petit jeu avec des contraintes. Puis finalement c'est devenu un numéro spécial et j'ai proposé à différents dessinateurs, dessinatrices, je ne sais plus s'il y en a eu qui ont été gardés au final. J'avais proposé des noms, on n'a pas tout gardé. Et en tout cas à différents dessinateurs de faire des jeux surtout collectifs. Donc
des sortes de cadavres esquimmes avec des méthodes nouvelles. Donc quelqu'un commence une bande dessinée, puis d'autres la continuent, mais de façon un peu personnelle, on va dire. Et puis plein d'autres jeux comme ça de bande dessinée à plusieurs. Oui. Voilà, c'est marqué le maître des défis, Étienne Lécroard. Oui. Voilà, vous êtes maître dans les défis. Je ne sais pas si je suis maître, mais c'est vrai que j'aime bien. J'aime bien, dans l'Oubapo, comme à l'Oulipo où je suis maintenant, l'ouvroir de littérature potentielle, il y a ce côté ouvroir qui est important. Ouvroir, c'est un lieu où on travaille ensemble. Et pour moi, c'est très important. J'aime bien faire des choses dans mon coin aussi, mais j'aime bien, de temps en temps, me remettre à travailler avec les autres pour faire des trucs ensemble ou travailler sur les mêmes contraintes que les autres. Je trouve ça très intéressant, ça. Oui. L'Oubapo, en ce moment, ça sommeille un petit peu, non? Oui. François, peut-être vous l'a dit, oui. Oui. L'Oubapo sommeil, mais on continue tous. François vient de sortir un livre complètement oubapien. Moi oui, aussi, on en a parlé au CA Express, oui. Ah ben le vôtre, oui, le vôtre, pour être oubapien, il est oubapien. Oui, même oulipien. Même oulipien, oui. Oui, oulipien, oui, parce qu'il y a beaucoup. Donc il s'appelle l'Oulipo par la bande. C'est ça, oui. C'est le recueil des travaux que j'ai fait depuis que je suis à l'Oulipo. Et c'est vrai que beaucoup sont au départ des contraintes de texte. Donc l'Oulipo, c'est la littérature. Et moi, là, il y a beaucoup, qui partent du texte pour arriver à une bande dessinée au final. Oui. Pas forcément, pour arriver en tout cas à un dessin. Oui. Mais je pars du texte, oui. Et je dois dire que ce livre-là que je vous ai fait dédicacer à Bordeaux, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, bien sûr. Oui, je l'ai. D'ailleurs, ma voisine, elle. Moi, je suis très contente parce que du coup, il me l'a offert. Super. Ah ben oui, parce que je l'avais déjà acheté, donc je l'ai racheté pour avoir la dédicace, mais elle est jalouse de la dédicace. Ah, tout à fait. Peut-être au Sobédé. Ah oui. Oui, et alors j'espère que j'en aurai à Sobédé parce que le livre est épuisé. Je viendrai avec le mien. Alors vous viendrez, exactement. Donc il se vend très bien ce livre. Il se vend bien, oui, mieux que ce qu'on pensait. Et donc oui, là on a eu déjà, c'est le deuxième retirage. On a sans doute misé un peu trop faible sur le tirage. Oui. Et non, il se vend bien. Oui. Mais alors, je ne sais pas si on vous l'a dit, mais il y a une petite particularité. Ce livre, donc, moi, quand il y a des livres qui me plaisent, je les prête pour que les gens les découvrent. Même des gens qui connaissent pas l'Oubapo, ils sont tout de suite passionnés par ce que vous avez et ils font un travail de recherche. C'est assez impressionnant. Tant mieux. Tant mieux. Ben oui, tant mieux. Alors comment vous avez fait pour être le seul homme sur Terre à être membre de l'Oubapo et de l'Oulipo en même temps? C'est impressionnant, ça. Je ne sais pas, mais c'est vrai que quand j'ai été coopté, donc au départ, je suis rentré à l'Oubapo assez naturellement, comme je vous disais, mais à un moment, donc les gens de l'Oulipo m'ont dit, donc de la littérature, m'ont dit, on aimerait bien que tu fasses partie de notre groupe. C'était pour moi absolument inattendu. Je n'espérais pas du tout ça. Je n'envisageais même pas du tout ça. J'étais très content avec mon statut de membre de l'Oubapo. Mais ils m'ont dit, et c'est vrai que c'est assez juste, ils m'ont dit, mais c'est vrai que toi, tu travailles toujours le texte et c'est plutôt le texte qui est le point de départ de tes bandes dessinées. D'accord. Et c'est vrai, je vois par rapport à plein de collègues, mes esquisses, c'est que du texte. Je mets les personnages, je les nomme et je mets le texte derrière. C'est un scénario, quoi. Tout et presque toutes mes contraintes, elles partent d'abord du texte. Ça arrive que je parte du dessin, mais c'est très rare. Et donc, le texte pour moi est fondamental. Et du coup, oui, peut-être qu'il y a une sorte de logique, mais je ne sais pas vraiment.
pourquoi ils m'ont choisi moi particulièrement. Bon, en tout cas, c'était très agréable pour moi et j'en suis très fier. Oui, justifié à mon sens. Mais avant que vous soyez donc à la fois à Loubapo et à Loulipo, est-ce qu'il y avait des relations entre les deux groupes? Oui, il y a eu, on a fait des lectures en commun, des lectures. Loulipo nous avait invité Loubapo 2 ou 3 fois à des lectures à la BNF à Paris. Voilà, il y a eu des croisements comme ça. Il nous avait proposé de faire le logo de Loulipo, d'ailleurs, ce qui n'a jamais abouti. Mais bon, voilà, donc on s'était croisés plein de fois. On a fait aussi, oui, c'est ça, on a participé à une grande lecture de tous les Expo, on dit, ouvroir de quelque chose potentiel. Il y avait Loulipo, Loubapo, Loucipo, le cinéma, le théâtre, enfin voilà. Et la cuisine. La cuisine existe aussi. Oui, je vais adhérer à celui-là. oui, la Loucuipo. Loucuipo, c'est ça, voilà. J'ai remarqué aussi, enfin oui, on a vu que vous êtes un peu joueur à Loubapo. Ah oui. Oui, vous êtes très joueur, vous avez fait des jeux. Oui, on a fait des jeux. Alors déjà, c'est sûr que le côté ludique, je crois que ça intéresse tous les mondes, aussi bien de Loulipo que de Loubapo. Il y a toujours un côté joueur chez nous, ou joueuse. Mais c'est vrai que aussi à Loubapo, on s'est amusé à détourner, mais c'était pas un choix dès le départ. Vu qu'on joue avec la bande dessinée, à un moment, on s'est dit, tiens, bah oui, ça ressemble à ce qu'on est en train de créer. Là, ça ressemble à un Scrabble. Donc, on s'est dit, ah bah oui, on pourrait faire un Scrabble de bande dessinée. Donc, on a mis au point ce qu'on appelle le Scrabble. Voilà. Et donc, il y a Olivier qui veut vous poser des questions. À faire un Scrabble avec des cases de bande dessinée. Les cases, c'est pas des lettres, c'est des cases de bande dessinée. Voilà, c'est ça. Et on crée l'histoire. Et on crée l'histoire à partir de cases imposées. Très bien. Alors, on a fait d'autres choses. Alors, Étienne. Oui, pardon. Pardon, Olivier. Si je vous dis un choix, classique, muet, avec récitatif ou avec ellipse? Je vois à quoi vous faites référence. Il a travaillé, Olivier. Hein. Alors, vous me dites quoi? Ça, c'était un petit jeu que j'ai mis au point aussi, où les personnes doivent créer, ça s'appelle le pifoumètre. C'est ça. Donc c'est à base des personnages de Pifou. J'ai créé des strips et suivant les choix que font les participants au jeu, ils peuvent avoir sur Internet, sur mon site, voilà, on peut jouer à ça et on a un strip qui se forme en fonction des choix qu'on fait. C'est ça, c'est le pifoumètre et là donc c'est très amusant en fait parce que Loubapo c'est finalement très très amusant, même si le nom est un petit peu au départ un peu fait pas trop envie, ouvroir, bande dessinée, mais c'est extrêmement drôle. Parce que autant bande dessinée, autant les jeux que vous avez fait, il y a aussi le Domipo là qu'on a sous les yeux. Oui, ça c'est Anne Baraou qui a fait ça, avec Kilofer. Oui. Anne Baraou avait fait le Domipo, c'est des dominos, mais avec des cases de bande dessinée. Donc on peut jouer aux dominos, mais ce sont des cases. On a fait une partie tout à l'heure. Elle avait fait aussi un jeu, le BDD. Le BDD, c'est ça. Oui. Le BDD, et là aussi avec 3D, donc l'idée, on lançait les dés, et à chaque dé c'est une case, et là on raconte une histoire, et c'est vrai que c'est amusant, parce que là je fais le pifoumètre vite fait, ça prend 30 secondes, donc j'ai fait la petite procédure, et j'ai la bande dessinée, c'est ce matin-là, Pifou, je t'aime. J'adore quand vous le faites, en fait, vous. Et après, c'est « Mais Pifou est gêné par l'odeur corporelle de Brutus. » Il y a un petit caca devant. Soudain, Brutus lui révèle la vérité. « Oh, mais c'est dû à cette bouse de vache. » Et la dernière case, c'est glop glop. Voilà. Et ça, c'est des petites choses comme ça, complètement inattendues. Et c'est très, très drôle. Et à Bordeaux, je vous ai entendu dire que vous aviez essayé de faire un Rubik's Cube ou Bapo. Oui. Et vous n'avez pas réussi. C'est pas qu'on n'a pas réussi. J'y avais réfléchi. Je sais pas si d'autres à Loubapo y ont réfléchi. C'est pas qu'on n'a pas réussi. C'est que
ça fait des histoires qui sont trop proches les unes des autres, on va dire, qui sont... il y a tellement de possibilités avec le Rubik's Cube qu'au bout d'un moment, ça coince... on n'arrive pas à renouveler assez les histoires. Et donc moi, personnellement, j'ai laissé tomber. Mais c'est ça, quoi. Quand il y a trop de façons de bouger les histoires, au bout d'un moment, on retombe sur des histoires qui sont trop proches, oui. D'accord. Alors vous qui êtes le maître des contraintes, quel titre quand même, et des fois quand vous vous mettez certaines contraintes, est-ce que vous n'êtes pas trop enfermé pour vraiment progresser? J'espère que non, parce que nous, si on utilise les contraintes, c'est plutôt dans l'idée de stimuler, de stimuler notre créativité. Oui. Donc, mais c'est vrai que moi, je ne m'empêche pas de faire des bandes dessinées sans contrainte, et je force personne à faire de loup-bapeau. C'est absolument, ça serait complètement stupide. Par contre, je trouve que c'est assez intéressant de s'y colter à, voilà, par exemple, aux étudiants. Là, en ce moment, je travaille avec des étudiants à Amiens, à la fac d'Amiens, des étudiants en master BD, et je leur propose des petites contraintes oubapiennes, parce que je trouve que c'est très amusant pour sortir des sentiers battus, de nos propres sentiers battus, puis aussi des sentiers battus qu'il y a partout dans la bande dessinée. Donc, je pense que c'est un exercice assez salutaire pour tout le monde. Après, on fait les bandes dessinées qu'on veut, hein, ça, voilà. Et moi, j'ai fait des bandes dessinées qui n'ont aucune contrainte du tout, bien sûr. D'accord. On arrive malheureusement vers la fin de l'émission, mais il nous reste encore 2-3 minutes. Donc, évidemment, on recommande à nos auditeurs d'acheter pour Noël Loulipo par la bande. Ça fera un très beau cadeau. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre prochain ouvrage? Là, je vais avoir du mal parce que je ne sais pas lequel ça va être. J'en ai plusieurs sur le feu. Oui. Et je ne sais pas lequel je vais finir d'abord. Oui. Il y en a un qui traîne depuis très longtemps et qui est en fait, je raconte un peu ma vie de dessinateur de bande dessinée, mais sous la forme d'un dialogue entre mon moi positif et mon moi négatif. Voilà. Oui. Donc j'en ai fait déjà plusieurs petits épisodes, et je ne sais pas si je suis encore satisfait pour en faire un livre. Il y en a un autre qu'on me propose, et alors là c'est mon côté dessinateur de presse qui reprend le dessus. C'est un sur la finance verte, le côté écologie. Voilà. Est-ce que la finance peut sauver la planète? Oui, c'est un sujet qui vous passionne. C'est un sujet qui me passionne. Ouais. Vous avez déjà sorti quelque chose? Pardon? Vous avez déjà sorti oui, j'ai fait un livre qui s'appelle Urgence climatique. Voilà, c'est ça. Chez Casterman, voilà, sur le sujet. Et puis j'ai encore d'autres petits projets, mais voilà, mais bon, ces deux-là sont a priori un des deux sera sans doute le prochain que je ferai. Oui. Eh bien, on attend cette sortie avec impatience. Merci. On vous remercie. Merci beaucoup. Moi qui vous remercie, c'était un plaisir. Voilà, et puis on aura l'occasion de se recroiser, j'en doute pas. Ça a été un plaisir pour nous. Eh bien, ça sera avec plaisir. Merci. Allez, au revoir Étienne, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Eh bien, je crois que nous n'avons pas fini d'en apprendre sur la BD, qui, comme tout art, est toujours en mouvement et bénéficie de la grande créativité de ses serviteurs, les scénaristes, dessinateurs, coloristes et autres artistes pleins d'inventivité. Oui, alors, vous avez plus beaucoup de voix. T'as plus beaucoup de voix. Oui, je finis. Pourtant, j'ai pas parlé, mais... On remercie tous nos interlocuteurs du jour, et particulièrement les dessinateurs François Hérol, Étienne Necroart et Joren Gerner. Et bien sûr, les chroniqueurs toujours à l'affût. Et Jean-Luc, merci beaucoup pour la technique et le petit sparadrap qu'il faudra. Et qui a permis voilà, que tout se passe bien. À bientôt sur les ondes, RCN 90.7 et sur notre page Facebook. Ça s'appelle comment? Le son début. Mais un jour, tu y arriveras. Oui. Un jour. RCN, www.rcn-radio.org